Ce 6 mars, le peuple béninois a commis le plus grand acte dans un pays de régime démocratique. Le vote pour élire le président de la République a eu lieu. Votre télévision artistique Africa s'y intéresse, tout comme bien avant cette élection, et reçoit dans ce numéro spécial de Politique Culture un homme de culture, mais surtout un activiste. Ousmane Aledji est metteur en scène, il est écrivain, il est le promoteur du Centre culturel artistique Africa. Ce sera aussi certainement l'occasion d'en savoir un peu sur Artistique Africa TV. Monsieur Ousmane Aledji, bonjour. Bonjour. Nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle, en tout cas le premier tour. Vous qui avez suivi de près le processus électoral avec surtout vos articles d'opinion dans la période pré-électorale, quelle est votre lecture globale de cette élection, mais déjà le déroulement de la campagne jusqu'à l'élection? Merci. Il faut rendre hommage au peuple béninois, à la maturité d'esprit du peuple béninois. Après, aussi à la maturité des candidats, des 33 candidats qui ont su faire preuve aussi de retenue. Après, je salue aussi, on va dire, les responsables de l'organisation, que ce soit la Sénat, mais aussi le gouvernement béninois, donc son chef. Voilà en gros ce que je dis, on va dire, en préliminaire. Qu'est-ce qui subdégage, selon vous, de l'expression du peuple au soir de cette élection, avec les résultats que nous avons? C'est évident que nous avons là 72% du peuple qui a réagi, qui s'est rebellé, qui s'est révolté contre, on va dire, cette duperie, là je pèse mes mots, que l'on appelle l'Alliance républicaine. Si elle est républicaine, elle devrait venir du peuple. Voilà que 72% du peuple la rejette. Donc, elle n'est républicaine en rien du tout. Donc, pour moi, l'expression du peuple est très claire. La rupture dans son ensemble, qu'elle soit la vraie, la moyenne, ou en tout cas la rupture, tous ceux qui se réclament de cette tendance-là, aujourd'hui ont remporté cette élection, mais de façon, j'allais dire, historique. Parce qu'on nous prédisait un chaos, mais sans embâge. Là, le chaos est dans l'autre camp, mais entre le candidat du pouvoir et le candidat ou les candidats de l'opposition, quand on prend le chiffre, la distance entre les deux tendances, la distance est infinie. Et de mon point de vue, je vois mal comment remonter, comment M. Zissou va remonter, on va dire, cet écart-là. Je vois mal, encore que tout le monde dit qu'il a épuisé ses réserves de voix. Donc, en gros, je pense que nous savons à quoi nous en tenir. Peut-être que ça se jouera aussi avec le troisième dans la liste. Comment est-ce qu'il va se comporter par la suite? Quelle analyse faites-vous de comment se comporterait-il par la suite? Alors, je vais dire quelque chose de très grave et je souhaite que les gens m'entendent bien là-dessus. Je pense que si la rupture s'est affirmée aujourd'hui, nous le devons, que nous le veuillons ou non, à M. Adjavan, entre autres. D'abord à lui, puisque la preuve est faite qu'il nous a aidé, entre guillemets, à endiguer, on va dire, la nuisance, je pèse le mot, du PRD au niveau de l'Ouémé Plateau. Si Adjavan n'avait pas été là, je ne vois pas qui aurait résisté à la déferlante PRD dans l'Ouémé Plateau. Premier niveau. Second niveau, dans le débat qu'on fait, qui est un débat aujourd'hui de report, d'attitude, il faut considérer tout ce qui a été dit et fait avant. Et Adjavan a été très gravement agressé, à la fois par le directeur de campagne de M. Zissou, qui pour moi n'est pas du tout M. Koutié, c'est plutôt le chef de l'État. M. Koutié, officiellement, nous savons que c'est Komi Koutié qui est le directeur de campagne, ce n'est pas le chef de l'État. Oui, mais nous savons aussi la réalité. Ce qui est officiel est officiel, la réalité est la réalité. Bref, pour dire quoi? Que, on va dire, le peuple a appelé à la rupture. M. Adjavan s'est inscrit là-dedans. Aujourd'hui, je crois que c'est un monsieur qu'il faut chérir, encourager à respecter l'expression du peuple
mais aussi à lui donner le mérite de nous avoir aidés à sortir de cet espace-là. Mais on a comme le sentiment qu'il y a un des candidats qui est pratiquement en griffe vomi par le peuple, qui ne se base pas forcément sur certaines idées, mais bon... Il faut enlever les griffes et y aller. Non, cela est vrai parce que M. Boni Yayi, comme je dis, il faut même, on peut le comprendre, qu'il y ait quelques frustrations, quelques inquiétudes. Qu'en sera-t-il de ce pays après mon départ, et moi-même, etc. Donc on peut comprendre qu'il entre même dans une démarche, on va dire, de montrer le chemin, d'indiquer le candidat, de l'imposer au peuple, c'est un risque. De le choisir à la place du peuple, ça c'est, il n'a pas ce privilège-là, ça n'entre pas dans ses prérogatives. Donc là, me semble-t-il, s'arrête ses pouvoirs. Mais pour revenir à votre question, il est évident, aujourd'hui en tout cas, que M. Zissou paye un peu l'impopularité de M. Boni Yayi, puisqu'on voit à travers sa personne un troisième mandat potentiel. Vous êtes là, on nous a menacés dans ce pays de après nous, c'est nous, on nous a menacés de chaos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui ont mis la pression sur le peuple. C'est eux qui ont menacé le peuple. C'est-à-dire que la dictature, ce n'est pas M. Tevo Edre que j'apprécie, surtout par ces temps-ci. Il a dit, quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Et la dictature, ce n'est pas que l'écrasement, ce n'est pas que des enfermements, ce n'est pas que des chats dans les rues, ce sont des abus aussi. Abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de position dominante. Tout cela rentre dans la dictature. Et le peuple dit non à ça. Nous allons rompre avec ça. D'où l'avènement de la rupture. En tout cas, pour moi, cela m'a l'air irréversible. Comme nous sommes un pays de vaudou aussi, on est au Bénin, donc nous sommes familiers à des miracles. Mais j'espère que le miracle qui viendrait à retourner l'expression du peuple contre le peuple n'aura pas lieu. Du profil de l'homme, fut-il quelqu'un que propose le régime qui sort, il affiche quand même un profil pas mal. Il a trois parrainages qui, me semble-t-il, sont trop lourds à porter. Il y a le parrainage Yayi Boni dont le bilan est connu. Je ne veux pas encore l'accabler. Il y a après le parrainage français en filigrane, France-africain en filigrane, dont on connaît les perversions et qui, moi, personnellement, ne passe pas. C'est indiscutable que ce parrainage-là ne passe pas. En dernier lieu, il y a le parrainage de ce que je considère, moi, ça relève de l'esprit, ce parrainage-là. C'est-à-dire que le complexe, parce que ça vient de l'ailleurs, c'est supposé être meilleur que ce qui est ici. C'est-à-dire que je ne parle pas de peau, je ne parle pas de nationalité. Nous célébrons le venu d'ailleurs. Et ça devient comme un parrainage. Nous allons leur montrer comment on gouverne, comment on met l'eau à la disposition, comment on met l'électricité. Au final, on va chercher des langues. C'est le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité devient parrainage en soi. Et on observe bien que le candidat, quelquefois, et on a le sentiment qu'il prend les gens de haut, qu'il leur parle comme s'il descendait lui du ciel, et que les autres, voilà, bon, on va les prendre pour leur parler comme des enfants. Est-ce qu'on ne lui accorderait pas parfois le bénéfice du doute? Est-ce qu'il n'a pas en lui un peu de bonne foi le profil... à faire de la rupture aussi? Non! Contre toute attente? Il a le droit de postuler. Il serait venu de partout ailleurs, autre que la porte Yayi, que peut-être il aurait eu une autre. Donc l'un des véritables obstacles au problème, c'est qui le propose? C'est d'abord ça, c'est qui l'impose. Ce n'est pas proposé. Il ne l'impose pas, puisque nous avons voté. Non, il a d'abord imposé au FCBE. Vous avez vu les FCBE que je connais, dont je connais la capacité de mobilisation et d'activisme sur le terrain.
Là, pendant les présidentielles, j'ai le sentiment qu'ils ont tous disparu parce qu'ils n'ont pas avalé le coup de force, cette espèce d'écrasement qu'ils ont subi. Donc, me semble-t-il, le profil de M. Zissou n'est pas en cause. La personnalité intrinsèque de M. Zissou n'est pas en cause. Je vais plus loin même. Moi, me semble-t-il, sa peau ne me dérange pas. La preuve, il a occupé quand il est devenu Premier ministre. On ne m'a pas entendu parler. Mais je refuse qu'en 3 mois, l'on se croit suffisamment légitime pour dire qu'on va gouverner un pays que l'on découvre à peine. C'est là le problème. Et sur place, on a d'autres profils. J'ai dit à M. Koupaki et à M. ABT, Abdoulaye Biolchane, quelquefois, quand moi je m'élève ici, j'ai le sentiment que nous sommes arrivés 50 ans trop tôt. Ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience ou non. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur job. Ils ont essayé de se vendre à leur peuple. Sauf que ce peuple-là ne les a pas peut-être entendus. Peut-être que les enjeux aujourd'hui sont si pressants, sont si graves que ce qui peut endiguer le mal, ce n'est pas pour l'instant le profil, ce n'est peut-être pas pour l'instant l'idéal. C'est comme dit mon ami de Drago, il dit l'eau sale, même l'eau sale peut éteindre le feu. Donc on n'est pas dans le profil approprié peut-être, mais on est dans le résultat, dans la solution et dans le résultat. Et tant mieux. Sur ce qu'on avait dit, est-ce qu'il y a parmi les 2 candidats qui vont se faire face au second tour, est-ce qu'il y en a parmi eux pour qui vous connaissez des qualités qui pourraient arranger la culture? Le seul candidat qui mérite qu'on se batte derrière lui, qui mérite qu'on le soutienne, envers et contre tout. Non, là je dis par rapport à la culture. Oui, même sur le terrain culturel, je vous dis, pour faire, il faut connaître. Vous ne pouvez pas parachuter, on va dire, des diagnostics ou des solutions venues de Mars sur Terre. Ça ne va pas s'adapter. Il faut on parle tout le temps de l'enseignement adapté à nos besoins. Il faut des projets, des programmes adaptés à nos besoins. Mais qui connaît ces besoins-là mieux que ceux de Talon lui-même? En tout cas, il a un entourage très fort. C'est sûr aussi pourrait avoir un entourage pas mal autour. J'ai vu, monsieur, je connais bien la fondation, je connais les proches de Zissou, je connais la famille Zissou, je connais Lionel Zissou. Son profil n'est pas en cause, sa personne n'est pas en cause. Je n'ai rien contre lui personnellement, au contraire, je suis en admiration pour cette personne, pour sa hauteur d'esprit, mais pour ce qu'il réussit à apporter malgré tout, on va dire. Mais je vous dis, c'est une question, on va dire, c'est une question d'identité, c'est une question de qui peut nous sortir de là. C'est une question de regard sur nous. C'est-à-dire que je refuse qu'on me toise comme le camp du passage. Je refuse cela. Et donc, M. Zissou, certains disent qu'il connaît la culture familiale. C'est faux. Donc, je peux le démontrer. Je n'affirme rien gratuitement. Je vais le démontrer par A plus B. Dans les détails, il apporte, il contribue, il aide à faire. La Fondation Zissou occupe une place dans l'arène culturelle du monde. N'est-ce pas un peu suffisant? Et qu'on s'accompagne et qu'on aide à faire, est-ce que ça ne pourrait pas constituer déjà Monsieur Zissou peut-être a la chance d'avoir des enfants investis dans le secteur de l'art et qui l'ont amené à s'investir lui-même. On arrive là, jamais par hasard. Quelqu'un vous amène vers ça. Si M. Talon avait les mêmes enfants ou les mêmes passions autour de lui, peut-être qu'il aurait fait mieux. Donc ce n'est pas parce que l'un a fait, l'autre n'a pas fait, qu'il n'a pas les compétences ou l'envie d'y aller ou qu'il n'a pas l'écoute qu'il faut. Je parle et je crois que le pouvoir, aucun pouvoir, normalement, n'est personnel ou personnalisable. Quand on arrive là, on entre déjà dans la dictature. On le fait toujours en composant avec d'autres. On le fait avec d'autres. On n'est pas président de la parce qu'on connaît tout. On est président de la République parce qu'on sait fédérer. On sait fédérer les compétences, on sait fédérer les savoir-faire, on sait fédérer les rêves.
temps.